Bonsoir. Carte sur table reçoit ce jeudi Dominique Djekam Tchameni. C'est l'un des acteurs politiques qui se fait passer pour un panafricaniste. On le saura, il va détailler exactement ce qu'il met comme contenu là-dedans depuis les années 1979, où il est passé par l'université de Yaoundé, le club d'études et de réflexion sur la culture africaine. Il est éditeur du bulletin Liaison L'éveil, c'est bien cela? C'est bien ça, l'éveil, oui, oui. Bonsoir Dominique Djekam Tchameni. Bonsoir Monsieur Dipita Tongo. Vous avez créé Interlar. Oui. Une entreprise de service au début des années 90. En effet, c'était dans les années 86. D'accord. En 86, j'avais juste fini mes études et j'étais revenu dans les États-Unis et je me suis demandé, mais tiens, pourquoi est-ce que nous ne créons rien? Pourquoi est-ce qu'on ne fabrique rien chez nous? Et j'ai pris le challenge donc de faire un ordinateur qui soit adapté à notre environnement tropical. Et c'était quel genre d'environnement à l'époque où vous êtes... Bon, l'environnement, c'est l'environnement naturel. Non, l'environnement dont je parlais ici, c'est l'environnement climatique. Dans les années 86, quand on achetait un ordinateur, il fallait climatiser la salle. Et la question que je me suis posée, c'est, écoutez, s'il faut, au lieu de climatiser toute la salle, on peut tout simplement tropicaliser l'ordinateur. Et donc, c'est ce que je me suis mis à faire. Et donc, j'ai mis au point un ordinateur qui s'appelait Ramsès. Et on l'a conçu ici. On allait le faire les pièces à Taïwan. Et on revenait les monter ici. Voilà. Ah, vous avez conçu, ça veut dire que ce n'est pas des pièces, c'est vous qui êtes le concepteur? Oui, absolument. Absolument. Ouais. Donc, dans la même période, dans les années 86, vous créez le parti panafricaniste, le P2. Bien, oui, oui. Il est important peut-être de faire... Clarifier un peu. Oui, oui, voilà, d'aller un peu dans l'histoire du Cameroun pour comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, le Cameroun a passé des périodes différentes. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé avec le multipartisme au Cameroun. Quand le multipartisme va des années 56, les premières élections, c'est 56 je crois, ou 52, je ne me souviens plus très bien, mais on va dans le multipartisme jusqu'en 1966, hein, où Ahidjo fusionne tous les partis au sein de l'UNC. Et nous entrons dans la période du parti unique, de 86 à 90 pratiquement. Bien, mais pendant cette période de parti unique, il y a des mouvements qui n'ont pas accepté le parti unique et qui se battaient dans la clandestinité. Donc cette phase de lutte clandestine est ce qui permet précisément que l'on arrive en 1990 à déverrouiller le système de parti unique. Et donc j'appartenais à l'une des 5 organisations clandestines qui luttaient à l'époque pour obtenir dans ce changement. Là, sous le label de l'UPC? Bon, nous étions tous les enfants de l'UPC. En fait, j'étais recruté dans l'UPC très très jeune, peut-être 14 ans, 15 ans. Mais seulement au moment où nous on arrive à l'université, à l'âge de 17 ans, j'arrive à l'université dans les années 78, tous les réseaux internes de l'UPC avaient été démantelés. Donc du coup, nous avons été obligés nous-mêmes de créer une organisation clandestine qui s'est donc appelée le P2 et qui se manifestait ouvertement dans le cadre du club d'études et de réflexion sur la culture africaine et qui avait donc le journal L'éveil. D'accord. Alors, vous êtes donc installé au Cameroun en ce moment-là, vous lancez P2. Alors, et puis on vous retrouve dans les luttes. Donc, je vais dire 86, votre engagement politique est certain, vous le dites. Oui. Vous êtes plutôt proche de l'UPC dans l'idéologie. Clairement. Vous créez le mouvement pour la démocratie et l'indépendance, le MDI, dont le siège était à Bonabéry, à Bonassama. Ah non, là vous avez fait un grand bond. Hein. Ah oui, bon. Oui, parce que le MDI, ça c'est 97. D'accord. 86, 87, on est dans la clandestinité en 88. Encore dans la clandestinité. On est dans la clandestinité, la démocratie revient, c'est 90. Exact. En 88, je fais un voyage au Burkina Faso et au retour de mon voyage, je suis arrêté, accusé de vouloir, en complicité avec les autorités. Guérandi Barra, voilà, dans ce dossier-là. Absolument. Donc en complicité avec les autorités du Burkina
et le feu Guérandi Bara vouloir renverser le gouvernement. Donc je reste en prison politique donc de 88 à 90. Alors, vous êtes opposant au régime de Paul Biya dans les années 90, vous militez aux côtés d'Anissé Ekane, de Yondo Black. Absolument, ouais. Donc nous sortons de prison. Bon, j'entre en prison quelques 2 ans avant les Anissé, qui eux sont arrêtés en février 90. On se retrouve à la BMM et à la prison, donc pendant qu'on est assis en prison avec Pet Yondo, Henriette Ekwe, Anissé Ekane, nous sommes déjà en train de préparer ce qu'on va faire quand on sortira. Et effectivement, quand on sort, on est condamné au tribunal militaire en mars 90, respectivement 3 ans de prison pour moi, 3 ans pour Maître Yondo, et 4 ans pour Anissé. Mais 6 mois, 7 mois après, le président signe 2 décrets et nous libère. Et on commence à se réunir chez Maître Yondo pour préparer ce qui deviendra la coordination des partis politiques d'opposition et associations. Et moi, je ne crée pas un parti politique, je crée plutôt une association qui s'appelait CAP Liberté. D'accord. Au Burkina Faso, vous avez reçu beaucoup de jeunes étudiants qui fuyaient le pays à cause des répressions. Oui, ça c'est en 93, parce que le CAP Liberté est créé en 91. Okay. J'étais en prison de 88-90, je sors, je crée Cap Liberté. Cap Liberté est très actif dans les villes mortes. Je suis arrêté, Intella détruite, j'entre en clandestinité au Cameroun et je suis obligé de sortir du Cameroun. Je m'installe au Burkina Faso, où le président Blaise Compaoré me donne l'asile et un passeport diplomatique. En temps, les jeunes frères qui se battaient au niveau de l'université, en 93, sont exclus de toutes les universités camerounaises. Ils sont 35. Ils lancent un SOS à tous les aînés. Et moi, pensant que beaucoup d'aînés allaient répondre, je leur ai dit, bon, écoutez, je peux prendre 15 d'entre vous. Voilà, les autres vont trouver de l'aide ailleurs. Je trouve donc 15 bourses, 5 au Burkina, 5 au Mali et 5 au Sénégal. Mais malheureusement, tous les 35 arrivent parce que personne n'a répondu. Et donc, voilà, je les reçois là-bas au Burkina, tous les 32. Il y a aussi eu cette période, on l'a dit avec Guérandi Bara. Un mot là-dessus, qui était votre proche Guérandi Bara, je le rencontre en 87, quand je vais au Burkina pour la première fois. Naturellement, il est dans la clandestinité, il a son parti qui s'appelle le FPC, qui lutte clandestinement, comme à l'époque 4 autres partis politiques, donc le P2 et l'UPC. Et il y avait déjà l'UNDPC de Bello qui est créé en 1983. Et naturellement, les balbutiements du SDF aussi existaient déjà. Donc il y avait 5 partis politiques dans la clandestinité à l'époque. Et donc on se réunissait parfois à l'intérieur du pays, parfois à l'extérieur du pays. Et c'est donc en 1987, je rencontre Guérandi Bara. Et je repars au Burkina en 88 et à mon retour, naturellement, la jonction est faite, je suis mis en prison. Voilà. Alors, aujourd'hui, que devient Dominique Djekam Tchamini? Écoutez, si vous partez donc, je quitte le Cameroun en 91, je suis en exil au Burkina Faso de 91 à 96. Je reviens donc en 96 et c'est en 97 que 3 partis politiques et 12 associations se mettent ensemble et créent donc le MDI et me portent à la présidence de cette organisation. En 97, nous allons à l'élection législative à Bonabéry, où je me rends compte jusqu'à quel point le système il est vicié, le système électoral camerounais. En 2004, cependant, nous allons à l'élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour le compte du MDI, mais cette fois avec l'intention de passer un message au peuple. Pas de gagner l'élection. Pas de gagner l'élection. C'était en fait de passer le message au peuple que l'élection n'est pas le seul moyen d'apporter le changement. Et donc, d'ailleurs, le directeur général de CRTV à l'époque m'interdit d'antenne au cours de la campagne. Il dit non, vous venez pas dans ma télévision parce que les propos que vous tenez sont des propos séditieux et c'est des appels à la révolte, des choses comme ça. Nous allons
disputer cette affaire auprès du Conseil national de la communication, qui enlève 2 ou 3 choses dans ce que je dis, mais lui demande de publier le reste, et il dit qu'il ne le publiera pas. En tout état de cause, 2 ou 3 jours avant les élections, je me désiste, et voilà. Donc l'intention n'était pas d'aller aux élections, mais plutôt de passer un message. Et vous pensez que votre message est passé? Je crois que je suis un homme politique qui se situe dans la durée. La lutte pour la transformation d'un pays ne se fait pas par à-coups et ne se fait pas par chance. Les racines du mal sont effectivement très très profondes. L'histoire du Cameroun est difficile. Et si vous voulez changer, vous devez vous mettre dans une perspective de long terme. Mais à chaque moment, poser les actes qu'il faut pour faire bouger les lignes. Alors, aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui parlent de la transition refondatrice. En effet. J'ai envie de dire, la fille de l'Alliance pour la transition politique, devenue Alliance pour la transition pacifique. Oui. Ce sera un peu le nœud de cette émission, on va longuement en parler. D'accord. Alors, transition refondatrice, Dominique Djekam Tchameni, qu'est-ce qu'on met dedans? Je veux dire que c'est un nouveau génie, un nouveau modèle, une nouvelle pièce de rechange qu'on veut vendre comme ça au peuple camerounais à la veille de l'élection présidentielle. Non, pas du tout. En fait, la notion de transition politique est une très très vieille notion qui a été mise sur le marché politique d'ailleurs par l'UPC il y a très très longtemps, dans les années 70, et qui demandait qu'on fasse une petite halte historique et que l'on revoie la fondation du pays. Et par la suite, dans les années 92, les gens semblent l'avoir complètement oublié. L'Union pour le changement, le programme de l'Union pour le changement qui obtient, selon les uns ou les autres, 36% ou 39% des voix à l'élection présidentielle d'octobre 1992, c'était un programme de transition de 3 ans. Les gens l'ont complètement oublié. Mais vous comprenez aussi ceux qui pensent que lorsqu'on parle de transition, Oui. on y voit davantage une transition militaire à la coup d'État. C'est-à-dire que les gens interrompent le processus. C'est ceux qui veulent donner à cette notion une définition limitative. Il y a des transitions politiques qui naissent du fait de coups d'État. Mais les gens oublient que dans les années 1991-92, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a eu des conférences nationales. Ce n'était pas des coups d'État, c'est le chef d'État qui appelle une conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine fait un cahier de charges. Et il y a une période de transition pour mettre en place ce cahier de charges. À l'issue de la transition, il y a des élections générales. Un pays fait une transition quand il veut passer d'un État à un État qualitativement différent. Parce qu'une alternance simple ne permet pas de faire cela. Donc, pour faire simple, il n'y a aucune allusion à la prise du pouvoir par la force militaire. Non, clairement non. C'est dire que la notion de transition, elle est indépendante et elle n'est pas liée ni au coup d'État, ni à l'insurrection populaire en tant que telle. Même si, dans certains pays, il y a eu des transitions à l'issue de coups d'État ou à l'issue de transitions d'insurrection populaire ou de guerre civile. Nous espérons, dans le cas du Cameroun, que nous pouvons raisonnablement y arriver par des moyens pacifiques. Okay. Alors, vous avez produit avec quelques-uns de vos camarades désormais sur cette plateforme-là une forme de manifeste sous le label de l'Alliance pour la transition pacifique. Un manifeste signé par 2, 4, 6, 8, 10 acteurs politiques déjà à ce stade. Oui. On peut les citer. Professeur Olivier Billet pour les Libérateurs. Cabral Libi pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Professeur Minième Georges pour le Cameroun Nouveau. Docteur Florian Zana Jean-Marie pour le mouvement A18/A25. Le docteur Balaguet
Baleguel Côte-Pierre et la présidente Abiba Issa pour l'UPC. Oui. Le président Djokam Tchameni pour le Mouvement pour la démocratie et l'indépendance, le MDI. Le président Célestin Djamen pour l'Alliance patriotique et républicaine. Le premier vice-président Djemba, Jean-Pierre pour le PSP-UPC. Le président professeur Koumvondo Prosper pour Univers. Et le président Kwasi Magloire pour l'Alliance démocratique des handicaps et sympathisants. Donc c'est l'ADHSP. Alors d'abord deux questions. La première c'est un peu des noms qu'on découvre aussi, hein, je veux dire, bon, qui sont des acteurs politiques, oui, mais dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est pour ça que la question qui vient de suite, c'est de savoir si ce n'est pas un opportunisme politique, dans ce sens que nous sommes à la veille, ces gens ne les voient pas depuis 2018 ou avant. Et puis en 2004, dans la perspective 2025, en 2024, dans la perspective 2025, ils se retrouvent dans un manifeste. Ben, en 2018, 2018 a vu l'émergence d'hommes politiques qui n'existaient pas en 1990. Nous ne voulons quand même pas que le pays change et qu'on maintienne toujours les mêmes personnes. Donc, il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui émergent. Politique. Ce n'est pas de l'opportunisme politique, c'est un développement naturel. C'est-à-dire qu'à chaque période de l'histoire d'un pays, il y a des nouveaux acteurs qui vont émerger. Où il y a des acteurs anciens dont le temps sera venu. Je dis toujours qu'en politique, mon père était de l'agriculture et mes grands-parents, comme la plupart des grands-parents des gens de notre génération, étaient des planteurs. On ne sème pas en plein milieu de la saison sèche ou en plein milieu de la grande saison de pluie. Donc vous sémez en début de la petite saison de pluie. Et le Cameroun est dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'il y a une petite saison de pluie qui s'annonce et du fait d'un ensemble de changements sur le plan international et sur le plan interne qui obligent le Cameroun à effectuer des changements dans les 5-10 prochaines années. Le symbole de la petite saison de pluie ici, c'est quoi? C'est l'année 2025, toutes les élections qui s'en suivent? Ce n'est pas... personnellement, je ne fais pas une focalisation sur 2025. 2025, c'est la date de M. Biya. Le Cameroun changera quand les Camerounais l'auront décidé. Et ça peut être avant 2025, ça peut être après 2025. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'ancienne puissance coloniale est affaiblie aujourd'hui et n'a plus la même mise sur le Cameroun qu'elle avait avant, que le pouvoir existant est vieillissant et affaibli, qu'il est traversé non seulement par un conflit qui l'oppose à l'ancienne puissance coloniale, mais qui oppose au sein d'elle-même des factions existantes. Ce qui donne une opportunité extraordinaire pour le peuple camerounais de se libérer, de faire bouger les lignes, quoi. Ce n'était pas le cas en 1991, ce n'était pas le cas en 2008. En 2008, la France était encore forte. Elle avait en main toutes ses colonies. Et elle était en bonne intelligence avec un régime qui restait fortement uni autour de son patriarche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est au peuple camerounais de saisir cette opportunité, tant sur le plan international que sur le plan interne, pour faire bouger les lignes. Alors, cela dit, vous venez avec l'Alliance pour la transition pacifique. Il y a quelques semaines, je crois au mois de mai, ou un peu avant, ou un peu après, nous avons reçu ici le professeur Olivier Billet, dans le cadre de l'émission Face à l'actu, dimanche, qui lui nous vantait l'Alliance pour la transition politique. Oui. Aujourd'hui, on note un changement, je ne sais pas si c'est une évolution, une régression ou un label, un changement dans la dénomination d'un nouveau projet dans lequel il se retrouve, lui, Olivier Billet. Ça sous-entend que l'Alliance pour la transition politique, on n'en parle plus. Oui et non. Okay. Et je vais être très précis par rapport à ça. La démarche, le professeur Billet, en tant qu'individu, a eu une idée. Okay. Il a estimé
qu'il pouvait partager cette idée avec des gens. L'idée avait des éléments nouveaux et des éléments anciens. Ce qui est ancien dans l'idée, c'est la notion de transition. Ça, il n'a pas inventé. Ce qui était nouveau, c'était le contexte et la démarche qu'il a engagée. Il est allé voir les différents acteurs et leur a dit, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? Il a écrit un document qu'il a appelé le plaidoyer, qu'il a présenté à des personnes. Dans le plaidoyer, il y avait des éléments sur lesquels, moi personnellement, j'étais d'accord, et d'autres éléments sur lesquels je n'étais pas d'accord. Mais on s'est entendu qu'on allait se retrouver et qu'ensemble, on allait construire quelque chose. Et il se trouve que cette chose-là est, de beaucoup de points de vue, très très différente du plaidoyer d'Olivier Billet. Donc il s'est précipité dans sa démarche, lui. Bon, je ne dis pas qu'il s'est précipité. Il fallait bien que quelqu'un ait une idée et qu'il aille voir d'autres gens. Okay. Il faut toujours un initiateur de quelque chose. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que, par exemple, l'idée selon laquelle ce Biya, l'idée généreuse du professeur Billet, parce que vous savez, c'est un pasteur. Que justement, dans le contenu, il estimait que pour l'Alliance pour la transition politique, voilà. N'importe quel acteur pouvait s'y retrouver ou alors être le candidat porté par ce mouvement. Oui, non, il allait même plus loin. Il répondrait aux critères définis par... Il est même allé, y compris le président Biya. Il est allé plus loin en disant qu'il souhaitait même que ce soit le président Biya qui dirige la transition. Vous êtes d'accord avec ça? Mais absolument, on a rejeté cette idée-là dès la première réunion. Dès la première réunion, ça a été complètement rejeté. Il s'est soumis au point de vue de la majorité et je crois qu'il n'en parle plus aujourd'hui. Je dois dire qu'au sein de cette organisation, de cette coalition, qui fonctionne sur des bases essentiellement démocratiques, c'est-à-dire que chaque fois on discute, on voit ce qu'il y a à faire et on avance. Et ce à quoi on est arrivé, ce manifeste-là, est le fruit de la réflexion collective des 10 signataires initiaux et qui produit un document dit au peuple camerounais, écoutez, nous ne voulons pas construire quelque chose autour d'une personne. Parce qu'il y a cette tendance-là, vous entendez les gens dire l'ATP du professeur Billet. Non, l'ATP ne lui appartient pas, c'est pas sa propriété privée. C'est une coalition qui est mise en place. C'est un document qui est le produit de la réflexion collective. Et je pense que au lieu de construire des coalitions autour de personnes, comme j'ai vu certains gens vouloir le faire, il est bon que l'on construise des coalitions autour des idées fortes. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et ces idées-là se retrouvent donc dans le manifeste. L'Alliance pour la transition pacifique porte donc le projet de transition refondatrice. Absolument. Quelle est votre définition de la transition refondatrice et en quoi est-elle importante pour le Cameroun? Bien, je veux utiliser une image qui va permettre à tout le monde de comprendre immédiatement de quoi on parle. D'accord. Il peut y avoir plusieurs transitions, mais toutes ne sont pas refondatrices. Okay. La transition, par définition, c'est le passage de quelque chose à quelque chose d'autre. C'est cette période intermédiaire, quand on est en train de passer d'une chose à l'autre, alors on a une transition. La transition, c'est comme une sorte de pont entre un État et un autre État. Maintenant, une transition refondatrice part du concept de fondation. C'est-à-dire que on dit qu'une transition est refondatrice quand elle vise à changer la fondation, fondamentalement les institutions d'un pays. C'est-à-dire que si vous avez une maison et que cette maison-là, les murs lézardent et le toit chuinte, etc., il y a deux approches. La première approche peut consister à plâtrer le mur, lui passer une autre couche de peinture, à essayer de boucher le trou, etc. Mais si vous voyez que votre maison est dans un état de délabrement avancé, et que chaque fois que vous fermez un trou au mur, il y en a un autre qui s'ouvre dans le mur d'en face, alors vous avez un problème de fondation. Et à ce moment-là, vous devez vous arrêter, aller retravailler la fondation pour pouvoir créer une maison stable et habitable. Nous estimons que le Cameroun a des institutions
qui ne correspondent plus et qui n'ont même jamais correspondu à la volonté populaire et qui n'a pas et qui ne peut pas amener ce peuple à la prospérité. Donc la transition refondatrice, c'est refaire les fondations. Voilà, c'est de refaire les fondations du Cameroun et partir sur un nouveau pied, créer un Cameroun nouveau qui soit pas une néocolonie de la France, qui ne soit pas une dictature personnalisée, qui soit un pays où le peuple est écouté et qui soit un pays qui partage sa prospérité avec tous ses enfants. Alors quels sont les éléments objectifs de cette transition refondatrice et que préconisez-vous par rapport à cela? Notre vision de la transition est la suivante. Elle commence par des assises nationales. C'est-à-dire qu'on donne au peuple camerounais la possibilité, pour une fois de son histoire, de véritablement s'asseoir librement et de se dire où est-ce qu'on veut faire d'abord le bilan des 60 dernières années et se dire où est-ce que ça n'a pas marché, ou bien qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'on veut aller. Se doter d'un cahier de charges, mettre en place un gouvernement de transition qui met en œuvre dans ce cahier de charges, dans une période qui va durer 3 à 4 ans, et pendant cette période-là, on revoit la Constitution, on revoit le code électoral, le code de la famille, le code pénal, le code civil, etc. On revoit tout ça, et on passe tout cela à référendum, et on va aux élections générales, législatives et présidentielles. Et vous les dites qui est à l'idée, du moins, qui est, je ne veux pas dire les créateurs, mais à l'origine de cette alliance pour la transition politique pacifique, vous êtes d'accord avec ce principe de base? Nous ne sommes pas que 10 à être d'accord pour le principe de transition. Vous savez, le Stand Up for Cameroun se bat depuis pour la transition politique. L'UPC a toujours été pour la transition politique. Si vous lisez les documents fondateurs du MDI en 1997, nous préconisons depuis 1997 la transition politique. Donc la notion de transition politique, je le répète, elle n'est pas nouvelle. Vous avez le temps de faire le diagnostic réel de l'État. J'ai fait des diagnostics physiques pour vous donner seulement, ou alors juste 4 ans. Vous estimez que 4 ans, c'est le timing précis qui pourrait remettre, comme vous le dites, le Cameroun sur... Normalement, une transition ne doit pas durer trop longtemps. Il y a eu des transitions de 18 mois, des transitions de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Mais nous avons estimé, compte tenu de l'état de délabrement avancé des institutions camerounaises, qu'il fallait 4 ans, au moins. Cette durée-là, nous estimons être nécessaire pour faire un nettoyage minimum et mettre le pays sur une nouvelle base. Et quelles sont les options stratégiques disponibles pour cette transition fondatrice? Bon, quand vous avez un objectif politique, vous devez analyser les options qui sont disponibles pour atteindre les objectifs politiques. Et nous avons passé en revue les options politiques qui existent. Et nous avons fait avec sang-froid. Vous pouvez obtenir, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, une transition à l'issue d'un coup d'État. Mais nous avons dit, non, nous sommes républicains, nous ne voulons pas de coup d'État. Vous pouvez l'obtenir à la suite d'une insurrection populaire, d'une guerre civile, etc. Nous avons dit non, nous sommes pour la paix. Nous pensons que que l'on peut l'obtenir par d'autres moyens, pas des moyens pacifiques. Et donc, il nous restait 2 choses. La première, c'est les élections. La deuxième, c'est l'éducation populaire. Donc, l'éducation populaire des masses. Des citoyens, des citoyens, exactement, pour que la transition refondatrice devienne une revendication populaire et que les politiques se sentent obligés d'y répondre. Bon, donc, cela peut se manifester par une élection. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'élection, c'est ce que nous avons choisi de faire, puisque 2025, c'est l'année des élections, d'aller à l'élection sur la plateforme de la transition.
Cela veut dire quoi, en gros? C'est que nous demandons aux partis politiques, laissez pour le moment vos programmes partisans qui divisent le peuple, l'embrouillent d'ailleurs, et ils n'arrivent pas à se retrouver. Il y a 300 partis politiques, on ne sait pas très très bien qui fait quoi, qui est de gauche, qui est de droite, etc. Laissez tout ça, d'autant plus que dans le cadre actuel, vous n'arrivez même pas à entrer en compétition normale avec le RDPC. Allons-y ensemble et disons au peuple camerounais, travaillons ensemble, soutenons-nous pour changer la fondation, et on se retrouve donc 3 ans, 4 ans après à faire des élections libres et justes. Et donc tous les partis politiques qui entreront dans notre alliance accepteront donc de taire leurs différences, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, sociodémocrate ou marxiste-léniniste. Ils vont d'abord se taire ça, et on va d'abord refonder le Cameroun et on va se retrouver 3 ans après aux élections. Alors, question, ça veut dire que les acteurs qui sont à présent là, Cabral Libye, pour prendre peut-être cet exemple, vous, oui. Olivier Billet, chacun a mis un stand-by, je vais le dire comme ça, une forme de pause. Oui, sur le programme particulier de son parti politique. Absolument, oui. Donc le PCM, par exemple, ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle. Il ne présentera pas un candidat sur la base du programme spécifique du PCRN, mais sur la base du programme patriotique minimum qui est celui de l'Alliance pour la transition politique. On peut voir d'autres... Vous dites qu'il y a eu des adhésions après ce premier jet de leaders qui sont associés à vous. Qui sont les autres qui ont... Non, nous avons eu 8 signataires initiaux. Okay. Et 2 se sont ajoutés tout récemment. Et vous continuez à... Oui, on continue à travailler. On continue à travailler. En fait, on n'a même pas encore entamé parce que la première phase, c'était déjà de mettre le manifeste dehors et on a donc imprimé en quantité. Tous les acteurs politiques camerounais vont recevoir une copie de ce manifeste. Vos amis de l'Alliance pour le changement politique, de Jean-Michel Ntio, FCC, qui sait peut-être... Nous comptons absolument le faire. Non, je sais que Ntio, il est en France en ce moment. Mais dès qu'il reviendra, moi, je vais le rencontrer. Ils ont une approche qui est différente de la nôtre. Dans le sens que eux, ils se sont choisis un candidat. Ce qui ne vous arrange pas. Non, ce n'est pas ça qui nous gêne du tout, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un candidat. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas encore donné de contenu. Okay. Voilà. Ils ont mis le candidat avant le contenu. Ils ont mis le candidat avant le contenu. Nous, on a un contenu. Et pourquoi pas, si leur candidat pense qu'il est bon et qu'il adopte notre contenu, pourquoi pas? Je veux dire, c'est-à-dire que le cavalier qui va porter le programme de la transition n'est pas encore choisi. Il n'y a aucune raison que les alliances commencent à entrer en guerre. Au contraire, moi j'ai une approche complètement différente. Il y a beaucoup d'alliances qui se forment à l'heure actuelle et moi je crois qu'elles doivent se former, on doit les laisser se former. L'essentiel est qu'elles continuent de se parler. À quel moment votre alliance va se décider qui c'est peut-être à présenter un candidat? Nous sommes à... Il n'y a pas que la présidentielle, il y a les élections locales aussi. Absolument. Votre alliance ira en bloc, ou alors du moins sous le label, sur un label commun. Oui. Pour ces élections de proximité. Oui, à toutes les élections législatives comme municipales. Et à quel moment est-ce que vous allez décider de la présentation officielle des différents candidats pour les élections? La campagne électorale officielle au Cameroun, c'est 15 jours. Bon, donc vous ne pouvez pas nous demander 15 mois avant de présenter notre candidat. Ce que nous faisons, nous, c'est d'abord de vendre la notion de refondation. Si le peuple s'en empare, on peut leur donner le candidat 30 jours avant, ils vont se mettre derrière. En fait, j'en appelle à la responsabilité du peuple camerounais et qu'il sache qu'il est le maître de son propre destin et qu'un peuple n'a en fin de compte que le gouvernement qu'il mérite. La scène politique camerounaise n'est pas si différente de celle des autres pays et ça il faut qu'on le sache. Le nombre de partis politiques ne doit pas nous aveugler au fait qu'il n'existe que 3 familles politiques au Cameroun. Il n'y en a que 3. Qui sont? La première famille, c'est la famille du statu quo. D'accord. Ceux qui pensent que le pays est bon tel qu'il est et qu'il n'y a rien à changer.
Bon, donc ça, c'est naturellement le RDPC et toute la nébuleuse de partis qui gravitent autour du RDPC. Il y a d'autres partis politiques qui estiment que il y a des petites réformes à faire, surtout qu'il faut changer les gens à la tête du système. Que le système, lui, il est bon. En gros, il y a 2 ou 3 choses à changer, mais que fondamentalement, le système est bon et qu'il suffit de changer, de mettre un messie et tout va marcher. Pour prendre l'image, c'est-à-dire qu'ils estiment que la voiture est bonne, mais c'est le chauffeur qui est mauvais. Si on change le chauffeur, là, la voiture, le Cameroun peut nous amener. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième famille politique. C'est ce que je qualifie la famille de l'alternance. Donc quand vous les entendez parler, tout ce qu'ils disent, c'est alternance. Biamosgo. Et on va le remplacer par... Vous pensez à qui? Je pense à personne. Il y a beaucoup de partis politiques qui pensent comme ça. Je donnais seulement au peuple camerounais les outils d'analyse pour reconnaître qui est dans quelle famille. Ils vont utiliser le mot alternance. Et il y a la troisième famille qui pense que le moteur est foutu, la carrosserie est pourrie, il faut une nouvelle voiture et un nouveau chauffeur. Donc ça, c'est la famille de l'alternative systémique politique. Et j'appartiens à celle-là et d'autres alliances appartiennent à cela. Donc il reviendra au peuple camerounais de décider. Si ils pensent que tout est bon, alors ils n'ont qu'à voter le RDPC. S'ils pensent que le système est bon, mais c'est juste si on change les gens à la tête du système que ça va aller, s'ils se laissent convaincre par cela, alors ils n'ont qu'à voter les candidats de l'alternance. D'accord. Par contre, si le peuple estime que la fondation est mauvaise, que le moteur est mauvais, qu'il faut une nouvelle carrosserie, une nouvelle voiture avec un nouveau chauffeur, alors qu'il vote le candidat de l'Alliance pour la transition refondatrice. Alors, quelles sont les valeurs fondamentales donc, que vous vous engagez à respecter et surtout, quelle option stratégique avez-vous choisi pour aller justement dans ce sens-là pour que, évidemment, vous puissiez recevoir l'adhésion du peuple, que vous puissiez effectivement engranger le grand nombre, sensibiliser le grand nombre et que c'est peut-être que cet engagement-là se reflète dans le choix de votre candidat. Je veux vous dire quelque chose, M. Député Tongo. Beaucoup de gens pensent que le régime a tellement verrouillé le système électoral que rien ne peut s'y faire. Vous ne le pensez pas? Je pense qu'effectivement, il est verrouillé, mais je pense que tous les verrous ont une clé. Il s'agit pour nous de réfléchir suffisamment, de comprendre ce qui a été fait par le système et de faire la chose qui permet d'y apporter une solution. Qu'est-ce qu'on observe dans le système électoral camerounais? On observe que depuis 2007 au moins, il y a plus ou moins, il y a entre 6 et 7 millions de votants. Je crois que Eleka m'a donné ces chiffres-là, c'est 7 800 000 inscrits. Et bon an, mal an, c'est toujours environ 3,5 millions de gens qui votent, parmi les gens qui sont inscrits. Et le RDPC a toujours 2,5 millions de gens. Et les 1 million sont partagés entre les 300 autres partis politiques. Voilà. Bien donc, le RDPC est sûr de lui qu'il a réussi, 1, à paupériser la population, 2, à embrouiller la scène politique de telle manière que ceux-mêmes qui... Parce que c'est la paupérisation qui amène les gens à ne même pas aller s'inscrire sur les listes. Ensuite, ceux qui sont inscrits sur les listes le jour, il faut expliquer pourquoi environ 3 millions de gens inscrits ne vont quand même pas voter. Par exemple. Mais c'est parce qu'ils ont le sentiment que c'est déjà joué, que ça n'en vaut pas la peine. Ils ont en face une opposition qui est trop dispersée et en face un régime qui est sûr de lui, arrogant, répressif, et se disent c'est déjà joué d'avance, c'est pas la peine. Ce que nous pensons faire, comment est-ce qu'on répond à ce genre de truc? Parce que le régime dictatorial camerounais n'a rien inventé. Il y a plusieurs régimes dictatoriaux qui sont tombés. Donc il y a des moyens de contourner tout ça, même par les élections. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La première chose, c'est d'avoir une offre politique qui peut mobiliser la population.
il faut d'abord vendre quelque chose à la population, pas un individu. Ceux qui croient au messianisme, qu'on va vendre un messie, que c'est lui qui va venir, le seul messie au Cameroun, c'est le peuple. Si le peuple s'empare d'une idée, alors cette idée-là va voir le jour. Donc, et nous pensons que l'idée de refondation, de changer la fondation du Cameroun est quelque chose qui peut mobiliser le peuple camerounais. Une fois que vous avez vendu ça au peuple camerounais et qu'il l'a acheté et qu'il s'en est approprié, tout le reste suivra. Est-ce qu'on n'est pas dans la surenchère dialectique? Est-ce qu'on n'est pas dans la parlotte? Je veux dire que le premier référentiel qu'on pourrait se poser, c'est vous les 10 qui sont désormais dans ce bateau de la transition refondatrice ou la transition pacifique. Quelles sont vos bases politiques? Où est-ce que ces partis qui portent ce projet-là, où est-ce qu'on les repère sur l'étendue nationale? En termes de poids politique, oui. Que valent-ils? Est-ce que ce n'est pas bien C'était quoi le poids politique de Jésus avec ses 12 disciples mal coiffés? Il avait 12 disciples mal coiffés, comme voilà, exactement. Bon, mais quelques temps après, il a pris le monde, n'est-ce pas? Il est la plus grande star mondiale aujourd'hui. Parti politique, est-ce que c'est parti politique? Ce que je veux dire, c'est que à la naissance, tout enfant est bébé, quoi, je veux dire. D'accord. Et que les bébés ont vocation à grandir. Notre démarche consiste, je vous l'ai dit tantôt, on a fait un manifeste. Contrairement à beaucoup d'alliances qui se forment dehors, personne n'a sorti un document. Nous, on a sorti un document de 20 pages qui dit exactement ce qu'on a l'intention de faire. Et nous allons avoir une stratégie sur 2 pieds. Le premier, le plus fondamental, c'est aller vers la population et leur expliquer. D'accord. Le deuxième, c'est aller vers les acteurs de la société civile et les acteurs politiques et leur demander qu'ensemble, nous puissions donner au peuple ce que le peuple réclame depuis. C'est-à-dire une masse critique de gens qui vont à l'élection présidentielle et législative ensemble. Je ne me fais pas d'illusions. On n'obtiendra pas que tout le monde aille à l'élection ensemble. Mais comme je vous ai dit, on peut espérer que les 3 familles politiques puissent se distinguer clairement et venir devant les Camerounais de façon unie. Le candidat pour le statu quo, qui semble être un candidat naturel qui ne mourra pas et éternel. Et il y a ceux qui veulent juste l'alternance, c'est-à-dire que les anciens du régime qui sont fâchés et qui disent que bon, le régime est bon, mais il faut qu'on change juste les hommes. Et ensuite, ceux qui depuis réclament, comme Nyobe, comme Ernest Wandi et Félix Moumié, la refondation du Cameroun. D'accord. Ceux-là, qu'ils aient leur candidat. Et cette transition refondatrice, comment envisagez-vous son organisation concrètement? Supposons que 2025, octobre, oui. Pour remporter l'élection présidentielle, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Le président qui a été élu sur la base d'un programme de transition qu'on a présenté au peuple, va immédiatement convoquer des assises nationales. Ça sera le premier acte. Pour demander au peuple de véritablement s'exprimer et de peaufiner le cahier de charges de la transition. Et ensuite, un gouvernement véritablement large. Parce que pendant la période de transition, il ne faut pas exclure les gens. Vous devez mettre tout le monde ensemble dans ce gouvernement de transition pour qu'ensemble, ils fassent les réformes qui ont été... Alors, mais tout le monde, ça veut dire qu'en l'état, vous avez déjà exclu la possibilité, l'éventualité d'une quelconque participation du président d'IA à votre mouvement. Mais est-ce que les hommes qui l'accompagnent aujourd'hui pourront être admis à réfléchir avec vous, à poursuivre ce chantier? Les gens qui veulent la refondation d'un pays le font parce qu'ils ont fondamentalement l'amour pour le pays. Si vous faites une transition en excluant des gens, vous ne résolvez rien. Il faut que tout le monde soit dedans parce que c'est la fondation sur laquelle on va tous fonctionner désormais. Est-ce que le président, lui, veut être là, s'il manifeste son envie? Ah non, vous confondez deux choses. Okay. Il n'a pas à être dans l'ATP aujourd'hui. Nous, on lutte pour
pour la refondation, lui, il veut qu'il est pour le statu quo, n'est-ce pas? Donc c'est normal, de ce point de vue, on est à l'opposé l'un de l'autre. Mais une fois que nous, on aura... Bon, si lui gagne, il va faire ce qu'il fait d'habitude, il va nous marginaliser, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de dire que nous, si nous on gagne, on ne marginalisera ni les gens de l'alternance, ni même les gens du statu quo. On va travailler avec eux. Parce que ce qu'on fait là, c'est pour le bien du pays. Ça n'a rien à voir avec le parti politique, les tendances, ou rien du tout. C'est pour le bien du pays d'abord. Quand on fait une fondation d'une maison, on ne se soucie pas de la couleur de mur à ce moment-là. On fait une bonne fondation sur laquelle on peut construire plusieurs étages. Alors sur le plan pragmatique, quels sont les mécanismes prévus pour prendre des décisions au sein de cette transition refondatrice? Au sein de notre coalition. Comment ça se passe? Voilà, ça c'est très important. Je vous ai dit tantôt que la coalition a pour vocation de grandir. On en appelle à tout le monde à venir dans la transition et la façon dont on prend les décisions sont extrêmement démocratiques. On a une assemblée, une organisation, une voix. Assemblée, c'est les adhérents? Oui, c'est toute personne. On est 10 aujourd'hui. Comme je vous le dis, on sera peut-être 20, 100 000 demain. On va toujours se réunir, un peu comme on l'a fait pendant la coordination des partis politiques d'opposition. Je vous imagine un peu en position de pouvoir. Au pouvoir ou avant? Parce que là, allons-y déjà avant. Je vous laisse dans le schéma d'avant. Oui, dans le schéma d'avant, pour le moment, c'est-à-dire que dans la construction de la coalition et les mécanismes de prise de décision, nous asseyons dans une assemblée, on délibère et on privilégie la voie du consensus. Si on n'arrive pas à un consensus, on cherche une majorité qualifiée, vraiment très qualifiée. On prend la décision et on avance ensemble. Bon, donc voilà le principe de fonctionnement démocratique au sein de l'Alliance. Donc nous appelons à toutes les personnes de venir. Et même le manifeste tel qu'il est. Si quelqu'un vient avec une idée où on peut améliorer, on va l'améliorer. Alors là, c'est avant. Ça, c'est avant. Pendant maintenant. Donc que vous entrez en responsabilité. Voilà. Après octobre 2025. Oui. C'est le même schéma. Vous allez réunir tous ceux qui sont avec vous pour. Non, un gouvernement, c'est un gouvernement. Il y a des façons dont on gouverne un pays. Une fois qu'on a fait l'Assemblée, les assises nationales, et qu'il y a un cahier de charges qui a été arrêté, un gouvernement se met en place et il. Les modalités de désignation de ce gouvernement. Le chef. Nous n'allons pas suspendre la Constitution. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un a été élu dans le cadre de la Constitution, jusqu'à ce que cette Constitution change, c'est le président de la République qui nomme... ma question. Comment vous désignez justement celui qui sera candidat, par exemple, à l'élection présidentielle qui est au sein de... Donc, ça, c'est avant. Mais vous voyez, monsieur, ça vous m'amenez après. Donc, OK. Comment est-ce qu'on va désigner le candidat? Nous sommes en train de réfléchir sur des critères, sur un ensemble de critères que l'on va faire valoir et que l'on va utiliser en interne au sein de la coalition pour choisir un candidat qui peut être membre de la coalition, qui peut aussi être quelqu'un d'autre. Je dois vous rappeler historiquement que quand l'Union pour le changement s'est réunie dans les années 92 pour choisir un candidat, l'idée qui avait prévalu, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit un chef de parti politique qui soit candidat. Et nous avions tous jeté notre dévolu sur le cardinal Toumi. C'est-à-dire nous voulions que ce soit un chef religieux, soit un chef traditionnel. Et vraiment le consensus s'était fait autour du cardinal Toumi. C'est quand il a refusé qu'en dernière minute, on a choisi le candidat Ni John Fundi. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, ça là maintenant c'est mon avis personnel parce qu'au sein de l'organisation, on n'a pas encore défini les critères. Si vous me demandez mon avis personnel, je dirais que ce serait mieux que l'on prenne une personne relativement âgée, un prêtre, un imam, un chef de village, mais quelqu'un qui est connu comme étant quelqu'un d'intègre, qui a montré qu'il est intègre, qui a été toujours du côté du progrès au Cameroun, des choses comme ça. Ben ça, c'est moi. Là, vous pensez à qui? Je veux dire, quand vous finissez de dire tout ça, quel est le nom ou les noms qui vous viennent? Je n'ai pas un nom. Je donne les critères et ensemble, on choisira les noms. D'accord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais intègres. Vous savez bien qu'il y a un débat autour de ceux qui estiment que c'est l'heure des jeunes.
il y a des partis comme le PCRN, il y a des partis comme le SIF qui a un peu rénové également son directoire. Oui. Il y a d'autres partis politiques qui estiment que... Je suis pour que les jeunes prennent le pouvoir. D'accord. Or, je sais que sans une transition, ils ne prendront jamais le pouvoir. Donc, je pense qu'ils ont le temps d'attendre que la transition ait lieu et qu'ils partent aux élections. Personnellement, après la transition au Cameroun, je ne pourrais pas supporter un candidat qui a plus de 40 ans comme président du Cameroun. Mais avant la transition, ils n'ont aucune chance. Alors, sur les grands chantiers de la refondation, pour chaque grand chantier, est-ce que vous pourrez expliquer brièvement quelles sont les propositions et les objectifs spécifiques? Nous voulons refonder le Cameroun pratiquement sur tous les points. La première, c'est la refondation de l'homme camerounais lui-même. C'est-à-dire que le réconcilier avec son histoire et renforcer la conscience nationale supraethnique. Supraethnique. Supraethnique, oui. C'est-à-dire que la communauté meurt au profit? Non. Quand on dit supra, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en dessous. Ça continue d'exister. Vous allez toujours avoir des identités diverses. Mais il faut que l'on crée une conscience camerounaise. C'est extrêmement important. Et la conscience camerounaise ne peut pas être juste un mismatch de conscience individualisée. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle la conscience camerounaise, le patriotisme camerounais, et qu'il existe. Comment on met ça en branle? C'est quoi le schéma? Mais on le met en branle comme tous les pays du monde l'ont mis en branle. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que l'on inculque aux enfants c'est-à-dire que dès l'enfance. Généralement, ça se fait par l'éducation civique. Et c'est un vaste programme d'éducation civique qui se fait à l'école, qui se fait à la radio, qui fait partout et qui dit aux Camerounais, être Camerounais, ça signifie ceci. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est comme si le pouvoir encourage l'ethnicisme, encourage la division, etc., etc. Donc, on doit créer une conscience, un Camerounais nouveau, qui sait que je suis Camerounais, avant tout. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est la refondation de l'homme camerounais. La refondation maintenant de nos institutions. Nous devons donc rompre tous les liens avec les liens néocoloniaux qui nous lient avec les anciennes puissances, créer au Cameroun un État qui est au service des Camerounais. Changer la forme actuelle de l'État. Changer, pas la forme. On reste dans l'État. Non, on change la nature de l'État. D'accord. On change la nature de l'État. Parce que la forme, vous savez, je veux prendre un exemple. Que vous preniez le bobolo ou le miondo, ça a deux formes différentes, mais le contenu c'est le même, c'est le manioc, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si vous décidez de faire plutôt de faire du pain. Bon, là maintenant c'est de la farine de blé ou de la farine d'autres choses que vous utilisez pour faire du pain. N'est-ce pas? Donc la nature de l'aliment a changé. Exact. Donc nous sommes dans une logique de changement de la nature de l'État et aussi de sa forme. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la nature de notre État? On a un État néocolonial, hyper centralisé et qui n'est pas au service du peuple camerounais. Ce que nous disons, c'est que nous voulons un État qui soit souverain, fortement décentralisé, voire fédéralisé, et qui soit au service donc, du peuple camerounais. Alors, ça sont les grands chantiers. Oui, je n'ai même pas fini parce que... Allons-y, on vous écoute encore sur quelque chose. Du point de vue économique, oui. C'est casser avec l'extraversion de l'économie, avoir notre monnaie souveraine et industrialiser le pays, etc. C'est-à-dire que jeter des bases. Parce qu'un gouvernement de transition, c'est pas lui qui fait tout ça. Il ne peut pas faire tout ça. Il jette juste les bases et donne au pays une nouvelle direction. Au lieu d'être un pays qui est condamné à vendre ses matières premières, on dit, bon, désormais, on va passer un ensemble de lois qui vont favoriser ceux qui font la transformation localement. Au niveau social, c'est lancer des grands travaux pour essayer de résoudre le problème du chômage,
lancer les habitats, les logements sociaux, la couverture médicale universelle, donc des choses qui sont simples, qui pourraient être faites par un gouvernement qui a tant soit peu les intérêts de la population entre les mains. C'est ça qu'un gouvernement de transition fait. Il ne va pas trop en profondeur. Parce que après la transition, maintenant, les partis politiques reprennent du poil de la bête. Et chaque parti maintenant vient avec sa sensibilité. Il va y avoir des partis qui sont de gauche, qui vont aller de plus en plus à gauche, d'autres qui vont être de droite, qui vont pousser plutôt le libéralisme, le néolibéralisme. Mais le peuple va choisir. Hein, bon, j'ai envie de dire, sans être péjoratif, que ça c'est le rêve. Ça c'est ce que vous envisagez de faire. S'il n'y a pas de rêve, M. Dipita, il n'y aurait pas de grandes choses. Mais je voudrais vous ramener dans le pragmatisme politique actuel. Le pays traverse des crises. On a Boko Haram. Oui. On a la crise dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest. Absolument. On a la fébrilité à la frontière avec l'Est. Oui. Alors ces questions-là, vous les managez comment? Vous les mettez où? Et je vais en citer d'autres, hein. Je commence par celle-là. Oui, vous commencez par celles-là. Celles-là sont précisément le fruit de la mauvaise gouvernance et de l'aliénation de l'État par rapport aux populations. Ça, c'est le diagnostic que vous apportez. Oui, la solution que l'on a dans la transition et puis qui s'est peut-être... Je vais prendre l'exemple de la guerre dans le nord et le sud-ouest. Avec les assises nationales, on résout ça immédiatement. Comment ça? Mais parce que tout ce que les populations dans le nord-ouest et le sud-ouest... Oui, mais c'était un dialogue de blague. C'était un dialogue complètement contrôlé. Oui, c'était des assises où tout le monde n'a pas participé. Les assises que vous envisagez, que vous proposez? Tout le monde participe. Personne n'est exclu. C'est-à-dire? Tout le monde. Les responsables séparatistes? Tout le monde participe. Tout le monde. Tout le monde qui, de près ou de loin, pense qu'il est Camerounais, participe. Point. Sans condition. Point. Tout le monde participe. Ça se passe aussi au Cameroun ou... Naturellement, il y a deux versions des assises. Okay. Il y a une qui consiste à faire une grande assise nationale, uniquement. Il y en a une autre plus démocratique qui consiste à faire des réunions dans des quartiers, ensuite envoyer des délégués au niveau des arrondissements, ensuite ces délégués vont au niveau du département, ensuite de la région, et c'est à la fin qu'on fait... Moi, je suis pour des assises nationales qui commencent à la base. Okay. Et qui, naturellement, vont avoir lieu dans la diaspora. Les gens ils vont envoyer leurs recommandations. Dans ce chemin-là, vous donnez combien de temps? 4 ans aussi? Non, ce genre d'assises-là, non, ça se tient en 3 mois maxi. D'accord. Oui, 3 mois maxi. Bon, il y a ce pan-là. Vous savez que dans cette crise, dans la région du nord-ouest, du sud-ouest, légalement, il y a des tendances. Il y a des tendances. Oui. Il y a des unitaires pour l'État-unité, il y a des fédéralistes, oui. Il y a des séparatistes. Oui. Comment vous managez ce schéma? Si les séparatistes vous disent ce que vous dites c'est beau, c'est bien, je suis d'accord avec vous, mais vraiment la seule chose que vous pouvez nous apporter de bien, et c'est pour ça que nous sommes venus, c'est de nous laisser partir librement avec notre parti du Cameroun. Je vais vous dire, M. Dipita Tongo, la moitié de non pas la moitié, mais une bonne partie de ma famille, ayant été des UPCistes, ont traversé après l'interdiction de l'UPC et se sont installés à Tiko et à Kumba, où je passais l'essentiel de mes vacances scolaires. Je connais bien les sentiments dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je dois dire que il y a toujours existé une tendance extrêmement minoritaire sécessionniste, de séparatisme. Ça a toujours existé. C'était rien du tout, c'était deux farfelus, ça et là, qui le disaient. Si le séparatisme a pu même avoir un regain, c'est la faute de M. Biya. C'est sa gestion calamiteuse d'une crise et de demandes légitimes qui a radicalisé des gens et qui, malheureusement, ces gens-là, manquant de formation politique, ont pris des options qui a transformé quelque chose en une jacquerie qui fait plus mal à la population aujourd'hui que le contraire. Mais je le dis sans aucun risque de me tromper. Un véritable dialogue est ouvert. On laisse des gens parler. Ce problème est résolu
en un mois. Alors, permettez que j'insiste, et nous sommes tous dans le constat on constate effectivement que ceux qui sont plus séparatistes étaient moindres il y a une trentaine, quarantaine d'années. Oui. Aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux. J'insiste. Si d'aventure... Ils ne sont toujours pas plus nombreux. D'ailleurs, ils sont plus nombreux qu'il y a 30 ans. Je veux dire, s'il y en avait 2 avant, il y en a peut-être 10 ou 15 aujourd'hui. Bon, oui, peut-être, mais pour dire la vérité, le fait, la gestion calamiteuse, précisément, parce que ce que vous faites, la gestion par eux. Ce que vous faites, vous évacuez très rapidement cet argument. Non, quel argument? L'argument de dire, moi je suis en train de vous dire, supposons que dans votre dialogue, qu'il y en a qui vous disent, on vous a compris, vous avez de très belles idées. Oui. Au stade où nous en sommes, nous, on veut notre partition, on veut partir du pays pour créer le nôtre. À ceux-là. Qu'est-ce que je réponds? Moi, je répondrais simplement que, écoutez, allez aux élections, si vous gagnez les élections, vous allez où vous voulez, quoi. Voilà. Alors, ça c'est... Mais je suis convaincu que ils n'ont pas de chance. Ça c'est l'un des points. L'autre réalité politique, c'est que nous sommes à... Je veux dire, si on est en février... C'est-à-dire que, je précise encore, parce qu'il faut que je répète que ce soit clair. Moi, je pense que les séparatistes doivent créer leur parti. S'ils arrivent à convaincre... En fait, qui rendent dans le jeu républicain, politique... Oui, après la transition. Avec le programme projet de séparatisme. Oui, carrément. Et ils essaient de vendre ça à la population. Si on leur donne le pouvoir, voilà. Ils deviennent... Non, s'ils arrivent à montrer que 95% de la population du nord-ouest et du sud-ouest veulent quitter le Cameroun... Encore que la question ne concerne pas que cela, je veux dire que c'est tout le Cameroun qui est concerné. En fait, je pense... Non, justement, c'est pour ça que je crois que ça n'a aucune chance. Le séparatisme n'a aucune chance au Cameroun, en fait. Hein. Mais je répondais seulement de façon rhétorique à votre question. Mais seulement, vous savez que quand un enfant vient vous poser un problème, l'écoute, c'est 50% de la résolution de son problème. Si vous écoutez, si vous donnez la considération à son problème, alors ça ne conduit pas aux extrêmes. Le radicalisme aujourd'hui est de la faute de M. Biya, parce qu'il n'a pas écouté les modérés, les gens qui faisaient des propositions intelligentes. Il ne les a pas écoutés. D'accord. L'autre question du pragmatisme politique aujourd'hui, c'est de se dire, nous sommes environ 6 mois, 7 ou 8 mois d'une élection. Ouais. Si le calendrier est maintenu, on commence certainement par les élections de proximité, législatives et municipales. Il va sans dire qu'à ce stade, parler d'un nouveau système électoral, c'est peut-être vendre la poudre. C'est clair. Aux citoyens. Le régime ne changera pas son système électoral. Il faut faire avec. Essayer de gagner avec. Vous êtes de ceux qui le contestent, qui le condamnent et qui disent que ce sera pénible. Mais en même temps, vous dites, allons-y avec ce système. Oui. Et je voudrais que les gens comprennent qu'il n'y a pas de contradiction. Je vais l'expliquer. Okay. Le système est verrouillé. D'accord. Mais il n'y a aucun système dans le monde qui est verrouillé de manière à ce qu'il ne puisse pas, si on a des acteurs politiques astucieux, le déverrouiller. Ce système, je l'ai dit plus tôt, compte sur la désaffection des Camerounais et leur désintérêt de la chose politique. C'est-à-dire compte sur le fait que les gens ne vont pas s'inscrire sur les listes et que une bonne moitié de ceux qui seront inscrits sur les listes n'iront pas voter. Il compte aussi sur le fait que à aucun moment, une masse critique d'acteurs politiques ne pourront se réunir. Si nous arrivons à réunir une masse critique d'acteurs politiques et sociaux, et que le peuple s'empare de l'idée de refondation et fait sienne l'idée de refondation, et qu'on aille aux élections autour de cela, on peut gagner. C'est-à-dire que le RDPC aura toujours ces 2,5 millions. Ils savent seulement avoir 2,5 millions. C'est tout ce qu'ils savent avoir. Toutes les élections. Mais il y a 7 millions d'inscrits. En supposant que le candidat de l'alternance prenne 1 million, il en reste 3,5 millions. Donc moi je crois que c'est le peuple camerounais, il doit savoir le peuple, que c'est lui qui a la clé de la résolution de ce problème-là. Alors, cela dit, ça veut dire que l'autre, ça sous-entend que l'autre schéma à mettre en branle
c'est le porte-à-porte, la sensibilisation, la mobilisation Action populaire. des aideurs. Elikam a tout récemment publié les chiffres de nouveaux inscrits. Oui, On parle d'un peu plus de 400 000 depuis janvier. en effet. On sait qu'on boucle l'année des inscriptions le 31 août. Oui. Et en général, les Camerounais qui se mobilisent, autour de 2 millions ou 3 millions de Camerounais qui vont s'inscrire, qui vont voter. Oui, donc 3 millions 5. 3 millions, 3 millions 5. Ouais. Et si on se réfère aux anciens résultats, Oui. avec 71%, le président de la République, ou alors le président Biya, a plus de la moitié de ces statistiques-là. Oui, de ceux qui vont voter. Oui, oui, absolument, oui. Avec 500 Parce que beaucoup ne votent pas. C'est-à-dire que ce que je veux faire remarquer, c'est que le nombre de personnes qui ne votent pas, bien qu'ayant été inscrits, est toujours supérieur au nombre de voix de M. Biya. Mais je veux dire qu'en l'état donc, parce que les arguments que vous, les opposants, vous avancez souvent, elle veut dire que les gens ne se mobilisent pas parce que le jeu donne l'impression d'être brouillé, il n'est pas clair, il n'est pas transparent, donc les gens se disent tant qu'à faire, ça ne sert à rien d'y aller. Bon, je voudrais, il y a le mot opposant qui me gêne et je vais expliquer pourquoi. En fait, quand je dis opposants, c'est ceux qui ne sont pas avec le gouvernement. Qui ne sont pas avec le gouvernement. Il y a des gens qui disent qu'ils sont opposants, ils sont avec le gouvernement, donc c'est très compliqué. Moi, je préfère que l'on présente les gens sur la base des idées qu'ils véhiculent. D'accord. C'est-à-dire que dites, vous qui êtes pour la transition fondatrice, vous pensez quoi? Parce que ce que je... Parce que moi, j'ai lu quelque part M. Bello en train de dire qu'il est opposant. Bon, je vous comprends et on peut aller sur ce chemin. Et même Momo, hein, il a dit qu'il est opposant. Mais je veux dire que c'est souvent nous faciliter la tâche de dire aussi, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est sous-entendu ceux qui ne sont pas forcément avec le gouvernement. Mais cela dit, pour revenir donc au développement, à la question à laquelle je voudrais aboutir, c'est de dire qu'en l'état, rien n'a changé véritablement. En ce qui concerne quoi? Le système électoral. Absolument. Rien n'a changé. Et il ne changera pas. Entre maintenant et 2025. Les électeurs, justement, ne se mobilisent pas en disant que tout le jeu est verrouillé, il ne change pas. Mais c'est ce que nous entendons changer, justement. Et justement, je voulais par l'offre de la transition refondatrice. Mais je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça ne sonne pas comme une parlotte? Mais non. Tout le temps, mobilisez-vous. Et puis après, les gens peuvent même se mobiliser, les gens peuvent voter 7 millions pour l'opposition, mais après, c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats. Il y a cette suspicion de... Je vais vous dire la vérité. Dites-nous la vérité, monsieur. Ça fait 40 ans que je suis sur la scène politique camerounaise. J'ai commencé dans la clandestinité. Et ensuite, nous sommes retour démocratie depuis 91, donc ça fait quoi, 30 et quelque chose d'années. Je veux vous dire ceci. Nous ne devons pas avoir peur que de nouvelles choses arrivent. Parce que les nouvelles choses, elles arrivent. Et votre question, c'était celle de savoir si le peuple, c'est-à-dire que va aller voter. Et je réponds, le peuple va aller voter si vous leur donnez l'espoir qu'en se déplaçant, il va avoir quelque chose. Bien, or, une opposition désunie, c'est-à-dire qu'il y a 300 partis politiques, bon maintenant on a réduit ceux qui peuvent aller aux élections, je crois qu'ils sont au nombre de 16 maintenant. Si vous présentez devant un peuple 16 candidats qui disent tout et le contraire de tout, les gens n'iront pas voter. Ils vont faire comme ils ont fait aux élections antérieures. Mais si vous venez devant eux avec une masse critique d'acteurs unifiés et qui a un programme comme celui de la refondation, je suis convaincu, en tout cas, donnons-nous la chance de voir cela, que le peuple sortira. Vous comprenez? Donc, ce qui est sûr, c'est que ceux qui échouent sont ceux qui n'ont pas seulement essayé. Essayons et on voit. Et je veux ajouter quelque chose. La transition refondatrice n'est pas un projet exclusivement pour 2025. Cela veut dire que si on ne l'a pas en 2025, on va continuer à la rechercher.
Parce que pour le Cameroun, la refondation, c'est un impératif existentiel. C'est-à-dire que si on ne refonde pas ce pays, il va sombrer, il va imploser. Et nous voulons éviter l'implosion. Si les injustices continuent telles qu'elles continuent, là, si vous avez l'arrogance du ministre de l'administration territoriale qui pense qu'on est encore à l'ère... Vous l'avez dit, il est pragmatique aussi. Je laisse poursuivre, excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, non, moi je pense qu'il ne sait pas qu'on est en 2024. C'est-à-dire que des petites menaces comme celle-là ne feraient plus personne. Parce que ce qu'il peut faire aux gens est extrêmement limité. Il y a des moments, les choses par exemple qui me sont arrivées à moi, où à l'âge de 27 ans, on vient me prendre dans mon bureau et on va m'enfermer dans une cellule pendant 6 mois, je ne vois personne, on me garde pendant 3 ans, etc. Ils ne peuvent plus faire ça aujourd'hui. Ils sont obligés au moins de vous amener au tribunal. Et c'est compliqué pour eux. Et donc, le nombre de gens qui peuvent traîner comme ça devant les tribunaux, c'est assez limité. Quand j'arrive en prison, il y a 1000 personnes, 1000 prisonniers politiques dans la prison où moi j'étais. Ils ne peuvent plus faire ça aujourd'hui. À l'époque, ils prenaient des gens, ils allaient les tuer. Ils ont pensé comme ça, ils ont tué Zogo. Regardez ce qui est en train d'arriver. Attention, sur cette affaire, le tribunal est en plein exercice, donc on peut pas le dire aussi facilement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a été assassiné en tout cas. Oui, ça au moins on est d'accord. Voilà. On ne peut pas désigner derrière. La justice en train de faire son travail, elle saura déterminer qui sont les responsables. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut plus tuer quelqu'un impunément, c'est tout ce que je veux dire. Je vous ai compris. Alors, cela dit, est-ce que ce n'est pas de la rêverie, Dominique Djekam? Quoi n'est pas la rêverie? Le manifeste, ce programme, ce projet, le discours que les... Monsieur Tongo, ce qui est arrivé... Ma question, oui. Simplement parce que les acteurs qui portent, on aimerait bien les voir sur le chantier, dans la rue. On aimerait les voir faire le porte-à-porte, convaincre les citoyens. Mais on a le sentiment, et d'ailleurs beaucoup le reprochent un peu aux journalistes, qu'il y a des acteurs de plateau télé, qu'il y a des acteurs de meetings politiques, mais qui ne sont pas forcément des hommes politiques de terrain. Non, absolument. La chose qui est certaine, c'est que tous les hommes politiques n'ont pas les capacités égales à faire des tâches différentes. Il y en a qui peuvent venir à la télé, qui aiment même aller à la télé, parler. Il y en a qui font plutôt du travail, je peux dire diplomatique, c'est-à-dire qui consiste à rencontrer les chefs de partis politiques, à les convaincre à entrer dans l'alliance, pendant qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus forts dans la mobilisation populaire. Je veux prendre 3 petits noms pour illustrer de quoi je parle. D'accord. Ils ne sont pas exclusifs dans cela, mais c'est pour vous dire un peu. Je vous ai dit qu'il y a 3 types d'actions à mener. La première, c'est l'action médiatique. Il faut médiatiser. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas médiatiser ce que vous faites, soit par les médias traditionnels, soit par les réseaux sociaux. Bon, donc il y en a qui sont très très forts dans cela. C'est une des forces du professeur Billet, par exemple. Bon, il y a d'autres qui sont des diplomates, je peux dire. Des gens qui vont rencontrer des gens et ont des discussions un à un. Ça, c'est ma force. Ça. Moi, j'ai un carnet d'adresse, je connais tout le monde m'apprécie, tout le monde prend mon coup de fil. Donc, je peux les rencontrer, je les parle et je me fais fort. Y compris dans le gouvernement? J'ai pas beaucoup d'amis de ce côté, malheureusement. Okay. Bon, mais même là-bas, j'ai le respect de certaines personnes. D'accord. Donc je rencontre tout le monde, je sais parler à tout le monde en respectant les différences, mais en gardant mes positions. C'est pas parce que j'ai rencontré quelqu'un que je vais prendre ses positions, mais je cherche ce qu'on peut faire ensemble. Bon, et il y a des gens qui sont extrêmement forts dans la mobilisation populaire. Je vais prendre l'exemple de Mouabansok. Voilà, donc j'ai pris ces exemples-là pour juste illustrer qu'on va mener des actions sur ces 3 fronts. Il y a également le front diplomatique, celui qui consiste à se faire des amitiés dans les gouvernements africains. Ça aussi, c'est un point sur lequel je suis extrêmement fort. J'ai beaucoup d'amis chefs d'État qui sont dans des gouvernements dans les différents pays d'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre de mais dans une société comme la nôtre, où les divisions communautaristes sont importantes,
on le sent au quotidien, le discours de division, le discours de haine porté par les réseaux sociaux et même souvent dans les médias classiques. Dans un pays où il y a une multitude de partis politiques, plus de 300, on l'a grandement dit, où il n'y a pas une pensée construite, je veux dire partager le sentiment de patriotisme, le sentiment d'appartenance au même pays, à la même patrie, de la défense d'abord de la patrie avant de la considération des individualités. Dans un pays comme le nôtre, ainsi décrit Djekam Tchameni, que vaut vraiment cette proposition que vous faites? Nous sommes parfaitement conscients justement de ces dérives ethnicistes et du langage de la haine qui a pris le devant ces derniers temps. Mais je veux vous dire quelque chose. Mon vécu m'amène à me rendre compte d'une chose, qu'au plus fort des revendications séparatistes, les Camerounais se sont connus et se sont aimés plus que jamais. Je parle des anglophones et des francophones. Venez à Bonabéry. Bonabéry est, je crois, une illustration parfaite de ce que le Cameroun est, du point de vue au moins linguistique. La guerre a amené des gens à se déplacer et ils vivent dans une harmonie extraordinaire. Et c'est un peu partout au Cameroun ce qui s'est passé avec les déplacés internes. Les séparatistes ont tellement échoué qu'aujourd'hui, en fait, je crois que les Camerounais sont plus unis même qu'avant, au moins du point de vue linguistique. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que il faut faire attention avec le discours déconnecté des acteurs politiques, encouragés par le pouvoir d'ailleurs, qui tiennent ce langage-là et la réalité du vécu quotidien. Les Camerounais se rendent bien compte qu'ils ont en partage la misère, la marginalisation. Ça, ils se rendent compte qu'il n'y a pas... C'est-à-dire que venir s'asseoir quelque part et dire les bêtis sont au pouvoir, les Bamileke sont riches, des affaires comme ça, ça ne passe plus. Ça ne passe pas parce que ça ne correspond pas au vécu quotidien des gens. Quand vous allez dans les sous-quartiers, vous trouvez des gens de toutes les communautés. Et parmi les voleurs au pouvoir, vous trouvez des gens de toutes les communautés. Donc, ça ne passe pas, ça ne correspond pas à la réalité, ce discours-là. Et il ne me fait pas peur. Il est inquiétant, je veux dire, et on doit l'arrêter. Mais un bon gouvernement l'arrête rapidement et renverse la vapeur assez rapidement. Alors, l'autre, comment je vais dire ça, élément dont il faut tenir compte dans cette bataille, ou alors dans ce jeu politique, c'est qu'en face, effectivement, vous avez un gouvernement qui aussi espère venir au pouvoir, rester dans la vie publique, dans la vie politique, et qui se donne les moyens de sa politique, justement, qui est le RDPC, est l'un des rares partis politiques, il faut le reconnaître, qui a des unités jusqu'à l'arrière-pays, jusqu'à la plus petite entité nationale, ce qu'on ne voit pas beaucoup dans la plupart des formations d'en face, les formations politiques de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas beaucoup. Alors, vous parliez de la masse critique tout à l'heure. Est-ce que cette mobilisation, ce schéma-là, de pouvoir prêt à conserver son pouvoir, n'est pas un élément à intégrer pour lequel il faut trouver ce qui c'est peut-être... Ah oui, absolument. Absolument. Il y a le docteur Marie-Louise Eteki Otabela qui a fait sa thèse sur la nature du régime camerounais et le définit à juste titre comme un régime totalitaire. Un régime totalitaire a ce site particulier que non seulement il est dictatorial, mais il n'accepte pas l'existence auprès de lui d'autre chose qui n'a pas soit absorbé, soit tué. Et ce régime fonctionne comme ça, a fonctionné comme ça pendant des années et a ces réflexes-là de totalitarisme. C'est-à-dire que soit on vous coopte, soit on vous élimine carrément de la scène politique. Mais tous les régimes totalitaires
ont ceci, c'est qu'ils ont une limite objective et historique. C'est-à-dire dans le sens qu'au moment de leur création, ils fondent leur force sur un ensemble de choses qui malheureusement ne restent pas constantes. Le régime totalitaire camerounais fondait sa force sur le soutien de la France, qui couvrait toutes ses exactions. Aujourd'hui, la France n'est même plus capable de couvrir les exactions même des pouvoirs qu'il soutient, et la France est à froid avec le régime camerounais, pour le moment en tout cas. Deuxièmement, le régime camerounais, pendant longtemps, n'avait pas de fissure interne. Aujourd'hui, du fait du vieillissement de leur chef, des querelles intestines, des batailles de succession, fragilisent le pouvoir et donc ouvrent une opportunité au peuple, s'il veut obtenir un changement, de le faire. Si les Camerounais veulent le changement, c'est maintenant ou jamais. Vous en êtes convaincu? Je suis absolument convaincu. Parce que si ils laissent que les forces du statu quo réussissent une transition, on est parti pour 50 ans encore. Alors, à ce stade, de façon, j'ai envie de dire, réaliste, quand vous regardez la classe politique camerounaise, qui émerge selon vous? Qui peut être le meilleur, le potentiel homme providentiel qui serait le parfait idéal dans une perspective de changement? Je veux vous dire une chose. Vous m'avez lu avant. Je ne crois absolument pas au messianisme politique. Le messianisme, c'est l'idée qu'il existe un homme providentiel qui peut venir et sauver un peuple. Je prends un exemple simple. Oui. En France, aujourd'hui, par exemple, tout le monde dit Bardella sera le Premier ministre, c'est-à-dire que le RN va arriver au pouvoir parce que la majorité des Français épousent cette idéologie. Oui, mais ça se sait, ça se voit, ça se lit, ça se voit le travail. Oui, absolument. Parce qu'en France, il y a effectivement des outils objectifs de la mesure du poids politique de quelqu'un. Bon, dans un pays où les élections sont généralement truquées, dans un pays où certaines personnes sont allées aux élections municipales, législatives, d'autres ne sont pas partis. Non, je veux simplement dire qu'on n'a pas des outils pour mesurer. Maintenant, c'est tout ce que je veux dire. Et donc les gens sont en pleine conjoncture, on dit celui-ci c'est le meilleur opposant, l'autre il a une force de frappe, etc. etc. Moi je crois aujourd'hui que les seuls gens qui ont la force de frappe pour le moment, c'est l'État camerounais, parce que les gens confondent le RDPC et l'État. Le RDPC n'existe pas. Le RDPC n'existe que parce que c'est un parti, parce que c'est un parti État. C'est-à-dire qu'il est lié à l'État. Donc, dans un régime totalitaire, et ça c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que dans un régime totalitaire, n'est-ce pas, quand vous créez un parti politique, vous vous opposez pas à un autre parti politique qui est au pouvoir, vous opposez à l'État lui-même. Et donc c'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles au Cameroun, mais on a connu ça, on peut toujours trouver une solution. Donc je viens à votre question, c'est la question des hommes providentiels. Ne cherchons pas l'homme providentiel, cherchons l'idée providentielle, le programme providentiel. Ayons le peuple là-dessus et on va trouver un cheval qui va nous accompagner. Parce qu'il faudra bien que quelqu'un le fasse. Mais pour le moment, je ne vois personne. À l'analyse pour vous, spécifiquement. À l'analyse pour vous, qu'est-ce qui empêche cette mise ensemble, cette union, cette fédération des leaders, des hommes politiques, adversaires au parti au pouvoir et alliés? Comment est-ce que vous n'arrivez pas à le faire? Vous avez longuement cité l'Union pour le changement dans les années 90, qui plus ou moins était une réussite, je vais dire tout au moins en termes de dynamique. Absolument. Qu'est-ce qui fait que plus de 30 ans après, cette osmose... Je vous remercie pour cette question, parce que l'Union pour le changement, quand on analyse son succès, on comprend pourquoi par la suite ça devient extrêmement difficile de rebeloter dans ce sens. Mais on va tenter de le faire néanmoins. Qu'est-ce qui se passe avec l'Union pour le changement? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vont vous dire
que si l'Union du changement a eu du succès, c'était à cause de son candidat. Et moi, je dis que non. Si le candidat a eu du succès, c'était à cause de l'Union pour le changement. Monsieur John Fundi n'était même pas capable, loin de là, d'avoir 36% de voix, même 15% de voix en 1992 de lui-même, lui et son parti politique. C'est l'Union pour le changement qui a commencé comme coordination, ensuite comme Alliance pour le redressement du Cameroun par la conférence nationale ACNS, qui par lui se mute maintenant en une alliance électorale, propose un programme de transition de 3 ans, cherche un candidat, obtient ce candidat et gagne. Donc en fait, l'approche qui marche n'est pas l'approche qui part des individus. Ça, vous commencez par là, vous êtes perdu. La preuve, c'est que l'APC n'a pas enregistré, vous dites que l'ATP a 10 partis, dont on a quand même 5 députés, n'est-ce pas? L'APC n'a pas... Bon, il y a 2 organisations, un député. Vous comprenez? Et ils ne sont pas prêts d'avoir des gens qui viendront parce que l'approche est mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a des approches dans la construction de la coalition qui demandent que, d'abord, beaucoup d'humilité. Si vous voulez construire une coalition, vous devez être humble. Si vous approchez la construction du machin en tant que je suis un grand chef de parti, tout le monde doit se mettre derrière moi, alors une coalition ne peut pas exister. Une coalition demande que les gens aient le sens du sacrifice. Que les gens puissent dire, même si ce n'est pas moi qui gagne, même si ce n'est pas moi qui ai mis devant, je veux faire ceci parce que le peuple, c'est le Cameroun qui gagne. Toutes les coalitions, à partir de 1993, échouent, essentiellement parce que Fundi confisque le travail de tout le monde, se l'approprie et dit que c'est pour lui. Mais malheureusement, les chiffres montrent par la suite. Quand il va aux élections, aux prochaines élections, il a 17%, ensuite aux élections, il a 11%, et son parti aujourd'hui à 3%. Il n'y a pas d'homme providentiel. Ça, c'est du pipeau. Ça, par contre, ce qui est rêverie là, c'est de s'asseoir et croire qu'il y a un Messie qui va venir vous sauver. C'est le peuple qui se sauve lui-même, et on construit les coalitions en étant démocratique, en permettant que tout le monde parle, en utilisant le consensus. Schéma, et ceux qui pensent qu'il y a des grands partis et des petits partis, ils se trompent. Il n'y en a pas. Est-ce que dans votre schéma, vous ne prenez pas... Il n'y a pas de grands partis dans l'opposition. Selon laquelle ce peuple adhère néanmoins à la politique du président Biya? Non, il n'y adhère pas. Il n'y adhère pas. Cher, les gens sont... Ils regardent, pas d'eau, pas d'électricité, ou du moins. Il n'y adhère pas, puisque à toutes les élections, malgré le fait que le pouvoir truque des élections, il n'ose pas se donner plus de 2,5 millions de Camerounais. Il y en a quand même 30 millions. Hein. Bon, donc, non, ce qui est là, et vous l'avez bien noté, c'est l'incapacité de ceux qui disent qu'ils veulent le changement, de savoir s'unir. Et nous essayons est-ce qu'on a besoin de booster, d'aller chercher un peuple qui veut le changement? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher quelqu'un qui veut le changement? Est-ce que, je veux dire que si tant était qu'il voulait véritablement le changement, les gens sortiraient spontanément? On ne serait pas obligé de faire du porte-à-porte pour les inscriptions? Non, il n'y a pas de sortie spontanée d'un peuple, parce que un peuple sort toujours du fait, soit d'une idée, soit d'un travail organisationnel grassroots. Oui. Alors, pour finir, un élément qu'on ne trouve pas beaucoup, ou du moins dont on ne parle pas beaucoup, et qu'on aperçoit plus de façon efficace dans le jeu politique démocratique, c'est la société civile. Oui. Et votre manifeste n'en tient pas beaucoup compte non plus. Aussi, au contraire. Okay. Au contraire, l'organisation, la coalition, l'alliance, elle est ouverte aux organisations de la société civile. Il y en a déjà parmi là? Il n'y en a pas pour le moment,
Il n'y en a pas pour le moment. On a commencé à travailler avec un syndicaliste et pour des raisons beaucoup plus techniques qu'autre chose, ça n'a pas pu continuer, mais on va avancer vers les syndicats, on va aller vers les associations, etc., etc. La société civile doit jouer le rôle prépondérant dans cette phase-ci parce que, et ça je vous le dis vraiment ma conviction, hein, les partis politiques n'ont pas un rôle utile maintenant. Après la transition, oui. Avant la transition, ils sont plutôt un facteur de division. Et je crois que la société civile doit prendre sur elle, par société civile, j'entends toutes les organisations non gouvernementales et non partisanes, des églises, des associations de ceci, des associations de cela, l'ordre des médecins, des avocats, etc., etc. Il faut qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent que ce n'est pas un combat partisan qui est en train d'être mené, que c'est un combat pour refonder le pays et c'est elle qui va jouer le rôle prépondérant. Et je vous ai dit que de mon point de vue, je souhaiterais que ce ne soit pas un chef de parti politique qui dirige la transition, mais plutôt quelqu'un de la société civile. Moi, c'est mon point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue de l'ATP en tant qu'organisation. On n'en a pas encore discuté. Dans ce schéma, quel pourcentage de chance accordez-vous à votre projet? 100% de chance. Non. Moi, je pense que... Vous nous vendez du vent? Non, je ne vends pas du vent. Je pense que si nous déroulons notre stratégie correctement, il n'y a absolument pas de raison que le peuple camerounais décide de se faire harakiri en 2025 et ne choisisse pas la refondation. Quel est le peuple qui refuserait qu'on refonde une fondation qui est pourrie? Alors, Olivier Billet est venu avec ATP, c'est-à-dire Alliance pour la transition politique. Vous avez remodelé et vous devenez Alliance pour la transition pacifique, oui, sous forme de refondation. Oui. Qu'est-ce que nous promet que d'ici aux élections, vous n'aurez pas une autre évolution? Non, mais écoutez, je pense que nous n'allons pas revenir sur, sur des choses qui sont passées et qui sont déjà réglées. Hein. Le professeur Billet a initié. Okay, il a appelé des gens. Et démocratiquement, c'est assis, on a fondé quelque chose et nous sommes encore ouverts aux nouvelles idées. Quelle est la garantie que vous donnez à tous ces êtres? On est ouvert aux nouvelles idées hein, parce que ça, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire que des gens peuvent venir nous rejoindre et s'ils améliorent, on améliore. Quelle est la garantie que vous donnez à ceux qui nous regardent, les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, que vous ne ferez pas comme les autres acteurs politiques qui pour beaucoup sont passés par l'adversité au gouvernement, ils ont eu de beaux programmes, de beaux projets, de belles idées pour lesquelles qui c'est peut-être l'opinion commençait à adhérer et puis du jour au lendemain on les a retrouvés dans ce même gouvernement qu'ils ont combattu hier. Est-ce que ce n'est pas une autre démarche pour avoir les faveurs et la flexibilité du président Biya, du gouvernement actuel et accéder à des postes de responsabilité? Je veux répondre à ça à deux titres. J'ai dit tantôt qu'un peuple n'a que le gouvernement qui mérite. En fait aussi un peuple n'a que les politiciens qui méritent. Si les Camerounais se laissent berner par quelqu'un une fois, ils se laissent berner par personne deux fois. Et trois fois, c'est comme on dit, hein, si quelqu'un vous trompe une fois, c'est sa faute, il vous trompe deux fois, c'est la vôtre. Hein. Bon, donc, les Camerounais doivent être regardants de leurs hommes politiques, de leurs hommes politiques et ne pas tolérer les caméléons. Hein. Il y a des gens que j'ai vus ici qui sont d'un coup, ils sont au pouvoir, après ils vont dans l'opposition, ils reviennent au pouvoir, et ensuite ils reviennent dans l'opposition quand on les a chassés du pouvoir, et ça ne semble choquer personne. Merci. Moi je crois que le peuple doit savoir prendre ses responsabilités par rapport à ça et savoir abandonner des gens qui ne sont pas fiables. Bon, maintenant, l'idée par contre maintenant de jeter la suspicion sur tout le monde, et de commencer à dire que tout le monde, tout ce qu'ils veulent, c'est arriver au pouvoir et qu'ils sont en train de chercher le moyen d'y arriver. Je dis ceci, je n'ai aucun moyen, moi, personnellement, de lire dans le cœur des gens, de savoir ceux qui ne vont pas dans 2 jours changer. Ce que je dis, c'est que nous avons un document, par contre, il est écrit, et les gens ont mis leur signature dedans. Et je dis au peuple camerounais, si quelqu'un maintenant viole sa propre signature, cessez de lui faire confiance. Dominique Diokam Tchouameni était l'invité de ce jeudi, merci. Merci, monsieur le député. Partager l'évolution ou alors la philosophie qui est la leur dans le cadre de l'Alliance pour la transition pacifique.
sous fond de refondation. On va suivre évidemment tout ça de très près et voir jusqu'où ça ira dans les perspectives des prochaines élections. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Entretien ce soir. Bonsoir et à jeudi prochain.